On se retrouve maintenant pour parler du bash. Alors, qu'est-ce que le bash? Alors, je vous ai mis une petite expression régulière ici, un petit clin d'œil, B minuscule, B majuscule, parce qu'en fait, il y a bash majuscule avec un B majuscule et un bash avec B minuscule. Le bash, c'est le shell de notre système. Il existe différents shells, mais c'est un des shells du système, que c'est celui qu'on utilise, que vous utilisez ici à l'IUT notamment. C'est un logiciel qui fait l'interface entre l'utilisateur et le système. Donc c'est créé, le bash en particulier, a été créé par un monsieur qui s'appelle Steve Bourne, qui faisait partie des Bell Labs. Donc on se rappelle que le laboratoire Bell, c'était donc ceux qui ont conçu, imaginé le système Unix. Donc Bell Labs en 1975, Steve Bourne. Et le bash, ça signifie Bourne Again Shell. Sachant que le shell de base, qui s'appelait juste SH, était déjà, Steve Bourne était déjà l'auteur de ce shell. Donc en fait, il dit, bah encore un shell, et puis c'est encore un shell fait par Bourne. Le bash, alors ça c'était bash en majuscule, le bash majuscule intègre un langage de scriptage qu'on appelle aussi du bash, par extension. Et ce langage s'écrit donc avec un B minuscule. Donc après avoir étudié le bash outil shell, on va s'intéresser au bash minuscule, langage du scripting du shell, du bash. Pourquoi un langage dans un shell? Le shell est un outil qui est très intimement lié au système et à son administration. Avoir un langage intégré au shell permet d'automatiser simplement de nombreuses actions répétitives qu'on devrait écrire dans un langage un peu plus évolué comme le C pour faire des programmes plus complexes, pour faire des actions plus complexes que juste lancer des commandes. C'est pour cette raison que le shell, et le bash en particulier, intègrent un langage. Un langage, généralement, ça contient des instructions et des fonctions qui sont dans des librairies. Ça intègre aussi des structures de contrôle, et ça intègre des variables. Eh bien le shell dispose aussi de tout ça. Et on connaît déjà une partie de ces choses-là, des instructions et des fonctions notamment, c'est tout simplement les commandes et les filtres. Ce sont les instructions et les fonctions du shell, du bash. Le scriptage, le bash, donc c'est un langage de scriptage, on dit scripting aussi en anglais, et un script, c'est tout simplement un programme qui est non compilé, c'est-à-dire qu'il est exécutable directement, mais comme on l'exécute directement sans passer par une phase de compilation, l'ordinateur il n'est pas capable de comprendre, tout comme un programme écrit en C, n'est pas capable, enfin un code source écrit en C, il n'est pas capable de comprendre directement comment exécuter ça, il faut passer par une phase de compilation. Comme là on n'a pas de phase de compilation avec un script, on a ce qu'on appelle un interpréteur de script. Et c'est tout simplement la commande bash elle-même qui est l'interpréteur de script. Donc le bash, votre shell, intègre un interpréteur de script dans son code. Un script est modifiable, c'est-à-dire qu'en fait, le script et l'exécutable lui-même, en fait, finalement, ne font qu'un, puisque c'est l'interpréteur qui se charge d'interpréter le script à la volée. Et les modifiables, donc ça c'est sympa parce que quand vous avez un programme que vous exécutez par exemple une commande, imaginez que vous exécutiez la commande mkdir, vous n'avez pas le code source de mkdir. Alors, ça se trouve le code source de mkdir, mais en standard, si vous allez voir l'exécutable, le binaire, si vous essayez de l'éditer, vous allez avoir plein de hiéroglyphes, c'est impossible à modifier. Il y a des raisons pour lesquelles c'est pas modifiable, mais un script, lui, c'est directement du texte, donc c'est dans un fichier, c'est stocké dans un fichier texte, et éventuellement c'est modifiable, sous réserve que vous ayez le droit de modifier le fichier en question, mais c'est en tout cas au moins lisible. Pour pouvoir être exécuté, il faut qu'il soit lisible, donc vous pouvez vous inspirer éventuellement d'un script pour écrire un autre script, pour voir comment ça fonctionne. Créer un script ne nécessite en fait qu'un simple éditeur de texte, donc votre éditeur de texte VI par exemple, ou un autre éditeur de texte, oui je sais, VI c'est peut-être pas votre éditeur de texte préféré, mais voilà, par VI ça fonctionne très bien, Emacs, Nano, ou un éditeur de texte en mode graphique, Genie ou autre chose. Il existe d'autres langages de scriptage
Bash n'est pas le seul, on peut citer par exemple, sans être exhaustif, on peut citer Perl, qui est un langage assez ancien de scriptage, toujours d'actualité, Python, sans doute que Python c'est quelque chose que vous avez déjà un petit peu expérimenté, ou que vous allez expérimenter, en tout cas cette année, enfin durant vos études, PHP aussi, vous allez aussi l'utiliser, Ruby, voilà, ce sont des exemples de langage de scriptage, et on en connaît un autre aussi depuis le dernier CM, on connaît Awk. Awk est aussi un langage de scriptage. Un script donc a besoin d'un interpréteur pour être exécuté. Si on n'a pas l'interpréteur, le script ne nous sert à rien, on ne peut pas l'exécuter. La commande bash, c'est l'interpréteur du langage bash, on l'a vu un tout petit peu plus tôt. Mais pour les autres, comment ça se passe? Comment le shell fait-il pour, quand on lance un script, pour savoir quel interpréteur de script il faut qu'il lance, parce qu'en fait, pour pouvoir être interprété, le script doit donc être exécuté, être digéré, on va dire, par l'interpréteur de script, du langage en question qu'on utilise. Donc l'interpréteur est lancé, c'est un programme comme un autre. Pour le bash, c'est votre bash. Quand vous avez fait un PS, vous vous êtes rendu compte que effectivement vous avez bash qui s'exécute. Donc bash, c'est votre shell pour taper des commandes, mais c'est aussi l'interpréteur de commande, donc c'est lui qui s'exécute, c'est un programme qui s'exécute en mémoire, et qui va servir de support d'exécution pour les scripts. Mais pour les autres scripts, langages de scriptage dont j'ai parlé, Perl, Python, etc., il faut aussi que cet interpréteur soit lancé par le système pour qu'il puisse digérer votre script en question écrit, par exemple, en Python. Comment fait-il pour savoir, tel script, il est écrit dans quel langage? Quel interpréteur doit être appelé pour exécuter mon script? Eh bien, bash, le shell, bash, utilise ce qu'on appelle un magic code, qu'on appelle aussi shebang, pour savoir le contenu du fichier, du script, et pour pouvoir déterminer déjà qu'il s'agit d'un script, et savoir quel interpréteur de script doit être utilisé pour exécuter le script. Ce magic code se trouve au tout début du fichier, c'est la première ligne et au premier caractère du fichier, donc c'est vraiment le premier octet du fichier, qui contient, c'est le premier caractère ne contient, c'est à partir du premier caractère, donc au tout début du fichier, qu'on doit trouver un dièse point d'exclamation. Ça c'est pour un script. Donc si on a un dièse point d'exclamation, le shell va savoir, ça c'est un script, et derrière le point d'exclamation, il va aller regarder quel est le chemin complet, donc on doit trouver derrière le dièse point d'exclamation, on doit trouver un chemin complet menant vers l'interpréteur. Exemple pour bash, ça va être dièse point d'exclamation /bin/bash. Pas d'espace nulle part, il faut que ça soit tout collé et en toute première ligne, toute première colonne. Donc on doit trouver ça pour un bash. Et le shell, quand il va exécuter votre script, il va savoir que ce script doit être exécuté sous la houlette, on va dire, sous la responsabilité d'un interpréteur de script qui se trouve être le bash aussi. Mais le bash va finalement lancer un deuxième bash. Votre shell, quand vous allez lancer un script, va lancer un deuxième bash, même si vous êtes déjà dans bash, il va en lancer un deuxième, juste pour exécuter votre script. Donc première ligne, première colonne, vous devez trouver un dièse point d'exclamation et derrière le chemin qui mène vers votre interpréteur de script. Donc bin bash pour un script bash. Pour savoir où se trouve un interpréteur de script, donc c'est à vous d'écrire quand vous écrivez un script, par exemple en bash, c'est à vous d'écrire cette première ligne, et à partir de la deuxième ligne, là vous écrivez votre script bash. On va voir un petit peu ce qu'on y met dans le script bash, c'est le sujet du CM d'aujourd'hui. Si vous écrivez donc un script dans un autre interpréteur de script, un interpréteur de commande, enfin de commande, un autre langage de script, pardon, eh bien, vous devez savoir ce qu'il faut mettre derrière le dièse point d'exclamation, il faut savoir ce qu'on doit y mettre derrière. Et le plus simple, quand vous avez un doute, c'est de lancer une commande, which, espace, avec le nom de votre interpréteur interpréteur de script. Par exemple, pour bash, on fait un which, espace bash. Théoriquement, ça devrait afficher bin bash chez chacun d'entre vous.
peut-être que ça peut afficher autre chose que bin bash. Peut-être ça peut être usr bin bash, par exemple. Généralement c'est bin bash, mais ça peut être autre chose. Si vous le faites avec Perl ou avec PHP, pareil. Vous aurez un bin, par exemple si vous faites un which espace PHP, vous aurez un bin PHP si PHP était livré avec votre installation de base de Linux. Si maintenant vous l'avez installé à la main, c'est pas impossible que vous ayez un usr bin PHP au lieu d'avoir un bin PHP. Donc le plus simple, c'est de taper un which espace l'interpréteur de commande qui vous intéresse, l'interpréteur de script, pardon, qui vous intéresse, et vous repérez ce que ça vous affiche, et vous mettez ça derrière votre dièse point d'exclamation, vous mettez le chemin complet, hein, commençant par un slash, non, le chemin complet que ça vous affiche. Si ça vous affiche rien, pas peine d'aller plus loin, c'est que vous ne disposez pas de l'interpréteur de script en question. Vous faites un which Perl et ça affiche rien du tout, Perl n'est pas installé. Charge à vous de l'installer si vous voulez. Pour être exécutable, c'est comme avec n'importe quelle autre commande, le script doit avoir le droit de s'exécuter. Pour rendre un fichier exécutable, un fichier qui contient un script exécutable, il faut lancer un chmod. Alors chmod, cette commande on la verra un peu plus tard quand on va parler des droits sur les fichiers. Pour l'instant, retenez juste que c'est ce qu'il faut faire, et c'est à faire qu'une seule fois. Quand vous créez votre fichier, une fois qu'il est créé, après vous n'avez pas à le faire à chaque fois avant d'exécuter votre script. Une fois que vous l'avez fait une fois sur votre script, c'est bon, vous l'avez rendu exécutable. Vous faites un chmod u plus x en minuscule, espace le nom de votre script, et là votre script sera rendu exécutable. Pour exécuter un script, ou n'importe quel autre exécutable, qu'il soit script ou binaire, et qui se trouve dans le répertoire courant, on peut pas juste taper le nom du script. Fichier script, entrée, même si on a fait un chmod u plus x avant sur notre fichier script, bash, il est incapable de le trouver, le script, dans le répertoire courant. Quand il est dans le répertoire courant, il est devant son nez, et pourtant bash est incapable de l'exécuter. Si vous tapez juste, vous l'avez déjà expérimenté, je pense, en compilant, par exemple, en algoprog, vous compilez votre TP1, votre exo1 en exo1.c, vous le compilez en exo1, vous tapez exo1 et puis il vous dit not found, il peut pas le trouver. Et vous faites dans ce cas-là un // et vous arrivez à le trouver. Alors on va revenir sur le //. Les commandes et les binaires, les commandes, qu'elles soient binaires ou script, qui sont lancées sans préciser le chemin, eh bien pour les trouver, elles doivent obligatoirement être dans l'un des répertoires traditionnels où se trouvent des commandes. C'est-à-dire dans /bin, /usrbin, /usrlocalbin, éventuellement dans votre tilde, donc tilde c'est votre home directory, tilde-bin, ou /sbin par exemple. J'en ai mis quelques-uns, c'est là où on trouve généralement les commandes. Bin, usrlocalbin, ce sont des grands classiques. Voilà, les commandes doivent être là-dedans, y compris vos scripts. Enfin, si vous voulez exécuter un script sans préciser son chemin, il ne pourra s'exécuter que s'il figure dans l'un de ces répertoires. Bien évidemment, c'est des répertoires à part tilde /bin, mais tous les autres, ce sont des répertoires où vous n'avez pas le droit d'écrire des choses dedans. Donc, pour les commandes qui ne sont pas dans ces répertoires-là, y compris le script que vous venez de créer qui est dans votre répertoire courant, il n'est pas dans /bin, ou il n'est pas dans usrbin, ni dans usrlocalbin, il est dans votre répertoire courant. Donc il faut obligatoirement, pour toutes les commandes qui sont pas dans l'un de ces répertoires traditionnels, il faut forcer le chemin en disant je peux pas le lancer, vous voyez quand vous faites un mkdir, vous faites juste mkdir. Parce que mkdir, la commande se trouve dans /bin ou /usrbin. Mais votre script, lui, il est dans votre répertoire courant. Donc il faut forcer la main, enfin aider votre shell pour lui dire tu vas pas trouver mon script, tu vas pas le trouver dans usrbin ou dans bin ou ailleurs, dans un répertoire classique où on a des exécutables, des commandes. Il se trouve dans mon répertoire courant. Donc je vais t'aider, je vais te dire où il se trouve, je vais te donner un chemin pour y mener à mon script. Et comme il est dans le répertoire dans le répertoire courant, eh bien on va taper // pour dire il est ici, / et voilà mon nom de script. Donc on connaît point pour dire ici, // et on lui donne un chemin. À partir du moment où on lui donne un chemin, qui n'a pas besoin d'être un chemin absolu, là c'est un chemin relatif, et bien ça suffit au bash,
pour savoir où se trouve votre script. Il se trouve dans le répertoire courant. Donc c'est la manière que vous devez utiliser quand vous voulez exécuter un script qui est dans votre répertoire courant, ou peut-être qu'il est dans un sous-répertoire. Si il se trouve dans votre répertoire TP1 et il s'appelle script, vous tapez TP1/script et puis il va s'exécuter. Pas besoin de se rendre dans le répertoire TP1 pour l'exécuter. On peut l'exécuter de là où on est, s'il est dans un sous-répertoire de notre répertoire courant. Mais en tout cas, il lui faut indiquer un chemin qui soit absolu ou relatif. Il faut lui indiquer un chemin, le chemin du script, à partir de l'endroit où vous êtes, pour pouvoir exécuter le script quand il n'est pas dans un des répertoires classiques où se trouvent des commandes. C'est-à-dire, la plupart du temps, pour vos scripts à vous, ils sont pas dans un de ces répertoires-là. Alors, pour quelle raison a-t-on ce phénomène un petit peu bizarre? Eh bien, tout ça, c'est lié à une variable qui s'appelle oubliez le dollar, qui s'appelle path. P-A-T-H. Donc P-A-T-H, ça signifie le chemin. Et pour trouver le chemin où se trouve une commande, le shell, il fait pas ça par magie. Hein, on a dit qu'il y avait des répertoires classiques dans lesquels se trouvaient les commandes, /bin, /usrbin, etc. Mais tout ça, ça relève pas de la magie. C'est tout simplement ce qu'on appelle une variable d'environnement qui s'appelle path et qui contient donc une liste des dossiers, des chemins où le shell peut trouver des commandes quand on les exécute sans spécifier de chemin. C'est-à-dire que si je tape mkdir, eh bien il va trouver la commande mkdir dans l'un des répertoires listés dans cette variable path. Si je veux voir le contenu de cette variable, je fais un echo espace $path et il va afficher une chaîne de caractères. Donc si vous le faites sur votre machine, vous verrez que ça va afficher une chaîne de caractères avec alors on a ce /bin, usrbin, usrlocalbin par exemple qui vont apparaître dedans, et chacun d'entre eux, chacun de ces chemins est séparé par le caractère 2 points. Et il peut y en avoir comme ça toute une flopée. Bash dispose dans cette variable d'environnement, on appelle ça une variable d'environnement parce qu'elle est disponible globalement pour tous vos scripts. Dès que vous êtes connecté, en fait, vous pouvez faire un echo $path et vous verrez le contenu de cette variable. Donc Bash dispose donc dans cette variable de la liste des chemins où il peut éventuellement trouver la commande qu'on veut exécuter, pardon. Et il va faire le tour de ces endroits pour essayer de trouver la commande. Donc si je tape script, parce que j'ai écrit un script qui est dans mon répertoire courant, entrée, eh bien il va aller voir, il va prendre les chemins les uns derrière les autres. Il y a d'abord /bin, il va aller voir dans /bin, est-ce qu'il y a script? Non, il n'y a pas. Bon, je passe au chemin suivant, usrbin, est-ce qu'il y a script? Non, il n'y a pas, etc., etc. Et une fois qu'il a parcouru tous ces endroits où potentiellement il peut trouver ma commande en question que je veux exécuter, à savoir la commande script, s'il la trouve nulle part, eh bien il génère une erreur en disant not found, j'ai pas trouvé. Le répertoire courant, puisque mon script se trouve dans mon répertoire courant, ou dans un sous-répertoire, TP1 par exemple, eh bien évidemment, ce répertoire, prenons le cas du répertoire courant, donc le répertoire courant c'est point, eh bien il figure pas dans la liste de ces chemins, le point ne figure pas dans la variable $path. On ne voit pas de point apparaître pour dire il y a aussi possibilité que la commande soit dans le répertoire courant. Ça ne figure pas, enfin en principe, ça ne figure pas sur vos systèmes, en tout cas à l'IUT, ça ne figure pas, le point ne figure pas. Et c'est pour ça qu'en fait le shell ne trouve pas, même s'il l'a devant son nez, il pense pas aller voir dans le répertoire courant, parce que la variable path ne contient pas le répertoire courant. Donc le shell, quand on lance script, ne pense pas aller chercher dans le répertoire courant. C'est pas qu'il pense pas, c'est qu'on lui demande pas de le faire, donc il le fait pas. D'où la nécessité de mettre // pour dire, eh bien, je sais que tu vas pas le trouver, je vais te dire où se trouve la commande. Ça veut dire aussi que, par exemple, si on voulait écrire sa propre commande ls, si je tape ls, il va aller la trouver dans un des répertoires qui se trouve dans le $path. Si je veux avoir une commande ls dans mon répertoire courant, je peux avoir une commande ls, mais je peux pas l'exécuter en faisant ls, il va exécuter l'autre. Mais si je veux exécuter la mienne, je fais un /ls et il va exécuter la mienne, il va pas exécuter l'autre.
Je vais vous demander maintenant de vous rendre dans Moodle, tout en bas de la section système d'exploitation. Vous allez trouver un QCM qui s'appelle présence 1 et de répondre à la question qui s'y trouve, et on se retrouve pour la suite. La variable pass se trouve définie dans un fichier de configuration du bash qui s'appelle .bashrc. C'est un fichier donc qui est caché puisqu'il s'appelle point, il commence par un point, donc c'est un fichier caché, et il est situé dans votre home directory. Chaque utilisateur a un home directory, et chaque utilisateur, en principe, a un fichier .bashrc dans son home directory. Donc, pour accéder à votre fichier .bashrc, c'est /bashrc. Et on y trouve plein de choses. On y trouve des variables et des paramètres divers. .bashrc, c'est aussi un script bash. Et c'est un script bash qui est exécuté à chaque fois qu'un utilisateur lance un nouveau bash, un nouveau shell bash. Par exemple, vous ouvrez un terminal, et ben le terminal va lancer à l'intérieur un shell qui est un bash en principe sur votre système. Et bien à l'intérieur quand vous allez ouvrir cette nouvelle fenêtre dans votre environnement graphique et exécuter donc que le terminal va donc ouvrir un bash, et bien ce bash, avant de vous donner la main, il va exécuter le .bashrc qui se trouve dans votre home directory. Donc, comme c'est un script, il est modifiable et personnalisable par son propriétaire, c'est-à-dire vous, pour votre bashrc, vous êtes propriétaire de ce fichier. Alors, vous êtes propriétaire, même si c'est pas vous qui l'avez créé, mais à la création de votre compte, eh bien, on a alimenté votre compte avec différents fichiers de paramétrage, et dont un .bashrc qui vous appartient. Vous avez le droit de le modifier comme vous voulez. La modification de ce script, comme tout script bash, peut se faire avec un éditeur de texte. Parlons maintenant des variables. Les variables bash sont, comme dans un programme en C, sont des variables qui sont utilisables donc dans vos scripts. Alors on a parlé des variables d'environnement, là elles sont visibles de partout, mais dans vos scripts, vous pouvez aussi définir des variables qui vont être locales juste à votre script. Et elles servent à quoi? Elles servent à stocker des informations qui peuvent être du texte, des valeurs numériques ou des tableaux de valeurs. Certaines variables sont d'un usage spécifique dans Bash. On n'a pas le droit de renommer ces variables pour son propre, d'utiliser ces variables pour son propre usage, pour y stocker autre chose que ce à quoi elles sont censées servir. On a vu la variable pass. On a donc une autre variable qui s'appelle PS1. Alors ces variables-là, PS1, PS2, pass, voilà, au moins pour ces trois-là, vous devriez les retrouver dans votre bashrc quelque part. Alors vous pouvez aller voir dans votre bashrc. Attention quand même à pas modifier le fichier sans savoir ce que vous faites. Donc je pense que vous êtes à un stade pour l'instant où vous savez pas trop ce que vous faites concernant les scripts. Donc vous pouvez aller voir, mais évitez ne sauvegardez pas votre document en quittant. La variable PS1 et la variable PS2 sont les prompts du shell. Donc vous voyez que sur votre shell, vous avez votre nom d'utilisateur, la machine, votre machine hôte, et puis ensuite derrière sans doute tout le chemin de votre répertoire courant. Donc vous avez tout le chemin qui s'affiche, et puis un petit $, à la fin pour dire c'est la fin du prompt et vous pouvez taper des commandes. Donc tout ça, ça peut prendre un petit peu de place. On pourra voir comment faire pour raccourcir cette chose-là. Eh bien, c'est une variable d'environnement qui s'appelle PS1, qui contient, en fait, le modèle de formatage de votre prompt. PS2 existe aussi, et a un autre usage, on va pas rentrer en détail. On a une autre variable qui s'appelle PWD. Alors attention, il y a une commande qui s'appelle PWD en minuscule, cette variable, elle s'appelle PWD en majuscule, et elle fait la même chose, c'est-à-dire c'est print working directory, c'est le nom de votre répertoire courant. Donc cette variable, c'est une variable dynamique. Chaque fois que vous faites un CD pour changer de répertoire, eh bien cette variable est impactée. Elle est modifiée aussi directement par le shell. Donc vous pouvez utiliser cette variable PWD pour un usage dans votre shell, par exemple, pour savoir où vous êtes. Soit la commande, soit le contenu de la variable. Soit la commande PWD, soit le contenu de cette variable PWD en majuscule. Vous avez aussi une variable qui s'appelle PPID, qui est le PID du processus parent, donc parent PPID, du shell courant. Donc c'est le PID
du processus parent du shell courant. Donc le processus, oui, voilà, le processus parent du shell courant. Le UID, c'est le user ID, c'est le user ID de l'utilisateur qui est connecté, donc c'est votre user ID. Donc c'est aussi une variable d'environnement. Un script ou un utilisateur, donc, peut définir ses propres variables locales au script, ou même avoir aussi des variables d'environnement, donc qui seront visibles dans tous les scripts. Deux syntaxes pour utiliser des variables d'environnement, deux syntaxes. Pour l'affectation, c'est nom égale valeur, exemple nonfic égale logo.png, et pour l'utilisation, c'est avec le dollar, on met un dollar devant le nom, donc echo dollar nonfic. Attention, il n'y a pas d'espace autour du égal, c'est tout collé. Si vous mettez un espace devant ou derrière, ou devant et derrière, le égal, c'est mort, ça ne fonctionnera pas. Donc Bash est très très strict sur la syntaxe, sur certaines parties, enfin certaines syntaxes. En tout cas, là, il n'y a pas, pour l'affectation, il ne faut pas avoir d'espace ni devant ni derrière, c'est impératif. Guillemets ou apostrophe, et apostrophe ou apostrophe. C'est un point très important, l'utilisation des guillemets et ou des apostrophes. Dans quel cas on choisit l'un, dans quel cas on choisit l'autre, on va voir un petit peu ensemble quelques exemples. Si je fais utilisateur égale Jean, donc je vais affecter une variable d'environnement qui s'appelle utilisateur, avec la valeur Jean. De cette manière-ci, ça pose pas de problème, puisque Jean est un mot sans espace, donc il va affecter la valeur Jean à utilisateur. On peut l'écrire comme ça. Si maintenant on a un espace dans le nom de la personne, prénom, nom. Prénom, espace, nom, par exemple. Dans ce cas-là, on peut pas juste faire un utilisateur égal avec la chaîne derrière qui contient un espace, parce qu'il va s'arrêter au premier espace, il va affecter le premier mot avant l'espace à l'utilisateur, et ce qui va venir après, eh bien, il va essayer de l'interpréter comme la suite de la commande, ça va pas lui plaire. Pas de la commande enfin, comme un bout de code qui n'a rien à voir avec l'affectation. Donc ça va pas lui plaire. Il faut absolument mettre des guillemets ou des apostrophes, mais en tout cas, il faut encadrer la chaîne de caractères qui contient l'espace pour dire le début est là, la fin est là. Donc avec des guillemets, on peut le faire, ou on peut aussi le faire avec des apostrophes. Quelle est la différence? On verra ça un tout petit peu plus tard. Mais si par exemple vous avez dans votre chaîne de caractères déjà une apostrophe, eh ben vous allez encadrer tout ça avec des guillemets. Si vous avez déjà des guillemets, comme dans le dernier exemple, vous allez encadrer tout ça avec des apostrophes. Et si maintenant vous voulez par exemple utiliser des guillemets, tout en ayant à l'intérieur des guillemets, vous pouvez aussi le faire sans encadrer le tout par des apostrophes, parce qu'on va voir pourquoi parfois les guillemets sont plus intéressants que les apostrophes. En tout cas, si vous avez des guillemets et qu'à l'intérieur vous avez des guillemets, eh ben vous pouvez ce qu'on appelle échapper les guillemets, c'est-à-dire leur enlever leur signification de guillemets fin ou début de chaîne en mettant un backslash. On a déjà vu le backslash à quoi il pouvait servir justement dans un cadre un peu similaire, d'enlever au caractère qui suit sa nature standard, de dire non il a pas une signification particulière, c'est juste le caractère en question, le symbole guillemets qui m'intéresse, et je veux qu'il soit dans la chaîne. Donc par exemple, il a dit, entre guillemets, oui, si je veux faire réponse égale tout ça, je mets des guillemets tout autour de ma chaîne de caractères, à l'intérieur comme j'ai des guillemets aussi, et ben devant chaque guillemet, je mets un backslash. Quelle est la différence entre guillemets et apostrophe, et pour quels usages on va choisir l'un ou l'autre? Les guillemets peuvent contenir des variables qui vont être remplacées par leur valeur au moment où on va interpréter, ou au moment où le shell va interpréter la ligne en question. Exemple, si je fais un echo, donc la commande echo permet d'afficher des choses sur stdout, sur l'écran, la variable pass contient espace $pass. Donc on a vu que pour afficher une variable, pour utiliser le contenu d'une variable, on mettait un dollar et on mettait le nom de la variable derrière. Donc $pass, ici, ça va être le contenu de la variable pass. Et tout ça, je le mets entre guillemets. Avec
les apostrophes, avec les guillemets, la variable $pass va être remplacée par son contenu. Par contre, si je mets des apostrophes, les variables qui sont à l'intérieur de ma chaîne ne sont pas interprétées. Elles sont la chaîne est affichée intégralement en l'état. Il n'y a pas d'interprétation du contenu d'une variable à l'intérieur des apostrophes. Donc si je mets echo entre apostrophes $pass, ça va m'afficher juste un $, un P, un A, un T, un H, tel quel. Si par contre je mets ça entre guillemets, eh bien le contenu $pass va être remplacé par le contenu de la variable $pass, et il va afficher donc la variable $pass à l'endroit où il y avait $pass dans ma chaîne de caractères. Donc ça va dépendre en fait de ce qu'on veut. Dans le premier exemple, echo, la variable pass contient $pass, et ben ce qu'on veut, c'est pas que ça nous affiche à l'écran un $, un P, un A, un T, un H, on veut avoir à cet endroit-là, on veut avoir vraiment le contenu de la variable $pass. Donc on met ça entre guillemets. Si on veut avoir telle quelle la chaîne sans aucune interprétation des variables, on met entre apostrophes. Les noms de variables doivent commencer par une lettre, qu'elle soit majuscule ou minuscule, ou par un underscore. Obligatoirement. Elles peuvent contenir les noms de variables, des minuscules, indifféremment des minuscules, des majuscules, des chiffres. D'accord? Là, on peut avoir des chiffres, mais pas en premier caractère. On peut avoir que des minuscules, majuscules ou underscore. Donc on peut avoir après dans le reste, à partir du deuxième caractère du nom de la variable, on peut avoir des minuscules, des majuscules, des chiffres, des underscores, mais ça ne peut contenir aucun autre symbole et aucun autre ou des espaces. Ça ne peut pas contenir d'espace. On ne peut pas avoir une variable qui contienne, qui s'appellerait nom espace 2 espace famille. C'est pas possible. C'est nom underscore 2 underscore famille éventuellement, ou nom de famille, mais pas avec un espace, pas avec des espaces. Si une variable doit être concaténée à un texte, c'est-à-dire qu'on veut afficher le contenu de variable, et puis derrière le contenu de la variable, on veut ajouter du texte. Prenons un exemple, fic égale logo, echo, $fic underscore logo. Je voudrais que ça m'affiche logo underscore, pardon, $fic underscore old. Je voudrais que ça m'affiche le contenu de la variable fic suivi du texte underscore old. Donc ça ferait logo underscore old, tout ça collé. Si je l'écris comme ça, bash, il va croire que ma variable s'appelle pas $fic, mais qu'elle s'appelle $fic underscore old, que le nom de la variable c'est fic underscore old. Alors que c'est fic, ma variable. Pour éviter ce problème, eh bien, il suffit de mettre le nom de la variable, alors, le $ reste à l'extérieur, mais le nom de la variable entre accolades. Donc ça nous donne un echo $ entre accolades fic, ça c'est le nom de la variable, underscore old. Et là, le underscore old, le texte underscore old va venir se mettre derrière le contenu de la variable au moment de l'affichage. Exemple d'usage des variables dans un script compile qui va me permettre de compiler un code source d'un projet. Bon, c'est un exemple de script. Première ligne, notre fameux shebang. Donc shebang S-H-E-B-A-N-G. Le she c'est un raccourci de shell et bang pour bang comme un coup de feu, voilà, pour lancer en fait le script. C'est de là que ça vient le terme shebang. Donc notre première ligne $/bin /bash, et à partir de la deuxième ligne, on a tout notre script. Projet égale test. Donc là, j'ai une variable qui s'appelle projet que j'affecte avec le texte test. Je mets pas de guillemets puisque le mot test il n'y a pas d'espace dedans, donc je suis pas obligé de mettre ni guillemets ni apostrophe. mkdir $projet. Donc là, on voit la première ligne c'était l'affectation, donc il n'y a pas de $, et ensuite quand on utilise le contenu de la variable, on met un $, devant le nom de la variable. Donc mkdir $projet, eh bien je vais créer dans mon répertoire, dans mon répertoire courant. Là où je vais exécuter mon script, ça sera mon répertoire courant, donc je vais donc créer un répertoire qui s'appelle projet. Qui s'appelle du contenu de la variable projet, à savoir test. Donc il va créer un mkdir test. Mais j'utilise le contenu de la variable $projet pour créer mon dossier. Ce qui va me permettre ensuite, si je veux réexécuter mon script
avec un autre nom de projet, ben je modifie juste ma première ligne test 2, et puis j'ai rien à toucher du reste de mon script, puisque on va utiliser cette variable $projet qui va contenir donc le nom de mon projet. Je fais un CD $projet, donc je vais rentrer dans mon répertoire, le répertoire que j'ai créé, donc qui s'appelle test là pour cet exemple-ci. Et je fais des échos. Alors vous voyez que j'ai des échos avec des chaînes de caractères entre apostrophes. Je veux pas du tout je veux que le texte soit intégralement tel qu'il est là. Je veux pas avoir, si j'ai un $, dans mon texte, qu'il interprète ça sous forme de variable. Je veux vraiment avoir le texte tel qu'il est là. C'est pour ça que je mets des apostrophes. Supérieur à $projet.c. Donc on voit que il va créer un fichier .c qui porte le nom de mon projet. Là, en l'occurrence, c'est test, mais si je modifie mon nom de projet en première ligne, eh ben, ça portera un autre nom. Donc, entre accolades projet, fermez l'accolade, .c, donc il va créer, on a un supérieur, donc il crée le fichier .c, test.c en l'occurrence, dans cet exemple-ci. Deuxième ligne, j'ai encore un écho. Alors là, vous allez reconnaître include stdio.h, main, un print hello world, un return exit success et mon accolade. En fait, c'est un petit bout de code en C, le minimum syndical pour créer un programme en C exécutable. Donc, le premier, il a un supérieur à mon nom de projet.c. Le deuxième, il a un supérieur. Donc, je rappelle, supérieur, ça vient ajouter à un fichier déjà existant. Ou créer le fichier s'il n'existe pas, mais là il existe puisque je viens juste de le créer à l'étape précédente. J'ai donc 3 lignes comme ça qui viennent rajouter des choses au projet.c, j'ai même une 4e ligne pour l'accolade fermante, et j'ai une dernière ligne qui fait un cc, donc qui compile mon projet.c, -o, et qui le compile en le même nom que le projet. Voilà, mais on est dans le fichier, on est dans le dossier test, donc il va s'appeler test, -wall. Si j'exécute ce programme, eh bien, il va me créer un dossier test avec un fichier test.c qui va contenir un petit programme en C que je vais compiler en dernière ligne. Je vais compiler le test.c pour générer un exécutable qui s'appelle test. Donc voilà un premier exemple de script qui vaut ce qu'il vaut, mais qui permet d'utiliser des variables et d'exécuter des commandes. Cet exemple-là, on va le retrouver un petit peu plus loin, 2-3 fois, où on va venir apporter des améliorations à notre petit programme ici. Les entrées-sorties. Un script n'est pas différent des autres commandes du système, ou des programmes compilés que vous pouvez créer en C, par exemple. Un script a aussi une entrée standard, qu'on appelle le stdin, comme pour tout le monde, et une sortie standard, le stdout. Il a aussi une sortie des erreurs, on va pas s'y intéresser, on va rester simple. Une entrée standard, le stdin, et une sortie standard, le stdout. Par défaut, le stdin c'est le clavier, le stdout c'est l'écran. Donc, on va d'abord parler du stdout, donc la sortie standard, qui est donc par défaut l'écran. Eh bien, cette sortie standard, elle peut être redirigée vers un fichier ou entrer dans le jeu d'un tube, des pipes, de façon totalement transparente pour le script. Vous n'avez pas, vous, quand vous écrivez votre script, à vous préoccuper, est-ce qu'on va utiliser mon script est-ce que je vais écrire à l'écran, ou est-ce que je vais envoyer ça dans un pipe, dans une autre commande. Vous n'avez pas à vous préoccuper de ça. Vous vous en fichez complètement. En fait, c'est pas votre rôle de savoir quel est le truc vers lequel on va envoyer le stdout. Vous envoyez vers stdout, c'est-à-dire vous faites des échos. Pour envoyer sur stdout, on fait des échos, le texte, des variables, etc. Et c'est tout. Vous n'avez pas à vous préoccuper d'autre chose. Le mécanisme de pipe, c'est le shell qui va gérer ça pour vous. Exemple, echo, ceci, espace et, espace 1, espace message. Donc on a des espaces, donc on a 4 paramètres qu'on passe derrière echo. Et echo, en fait, il affiche sur stdout, il envoie sur stdout, c'est-à-dire il affiche à l'écran de manière standard, en principe c'est l'écran. Donc il envoie sur stdout tous les paramètres qu'on lui passe derrière. Donc il envoie les 4 mots, ceci est un message, séparé par des espaces. Si maintenant je fais un écho entre apostrophe ou entre guillemets de cette même chaîne, ça va marcher de la même manière. Il va envoyer en fait sur stdout le contenu de ce qu'on lui passe derrière le écho.
Quatrième exemple, echo my name is $bond, et ben là il va afficher my name is, et il va afficher, enfin il va envoyer vers stdout, le contenu de la variable $bond. Sous réserve qu'elle contienne quelque chose. Si elle contient rien, eh bien ça fera juste my name is, et il n'y aura rien derrière. Par défaut, echo fait toujours un retour à la ligne à la fin de ce qu'il envoie sur stdout. Je vais dire qu'il affiche, hein, pour faire simple. Maintenant j'ai bien très lourdement insisté sur le fait que on n'affiche pas mais on envoie vers stdout, et que par défaut stdout s'il n'est pas redirigé, eh bien c'est l'écran. Donc voilà, je pense que j'ai été suffisamment insistant là-dessus. Donc à partir de maintenant, pour la suite de notre CM, je vais dire qu'il affiche, hein. Mais voilà, donc je pense que c'est bien rentré dans vos esprits que c'est il affiche, à condition qu'il n'y ait pas une redirection ou qu'il n'y ait pas un pipe. Dans ce cas-là, ça rentrerait dans une autre commande. Donc je vais dire afficher maintenant, ça va être plus simple. Donc par défaut, echo affiche un retour à la ligne à la fin de son echo. Si on veut empêcher d'avoir un retour à la ligne, il suffit de rajouter une option "-n" devant, juste derrière echo et avant ce qu'on affiche, pour avoir un affichage, et le curseur va rester en bout de ligne. Parlons de stdin maintenant, l'entrée standard, donc c'est le clavier quand il n'y a pas de redirection entrante. Pareil, maintenant je vais dire saisir au clavier, parce que c'est rentré je pense bien dans vos esprits, j'espère, si ça ne l'est pas, inquiétez-vous. Ce stdin donc peut être aussi redirigé depuis un fichier et entrer dans le jeu d'un tube, de façon totalement transparente pour le script. Vous n'avez pas à vous préoccuper de savoir est-ce que c'est le clavier, est-ce que je suis pipé sur une commande avant et je récupère ce qu'elle m'envoie, est-ce que c'est un fichier qui m'envoie le contenu de ce que je suis en train de lire. Vous vous en fichez. Vous lisez sur stdin, c'est-à-dire vous faites un read. Pour écrire, sur stdout, c'est un echo. Pour lire sur stdin, c'est la commande read, c'est le mot-clé du langage, read, espace, un ou plusieurs noms de variables derrière. Exemple, read nom, ça va lire donc une chaîne de caractères que vous allez taper au clavier par exemple. Read nom espace prénom, ça va lire deux variables, donc vous allez taper nom espace prénom entrée, et il va venir alimenter dans chacune des variables, va mettre chaque mot que vous aurez saisi. Le premier mot avant le premier espace ira dans la première variable, et le deuxième ira dans la deuxième variable. Autre syntaxe, on peut faire un read-p. Le -p c'est prompt. Alors vous connaissez le prompt, qui est ce qui se trouve en début de ligne quand vous tapez des commandes. Mais tout prompt c'est interroger. Enfin c'est demander quelque chose à quelqu'un. Donc le -p ici signifie donc read avec un prompt, avec une interrogation, une demande. Donc ça permet de faire un echo de la chaîne qui est derrière et un read en même temps avec les deux variables qui suivent. Donc read-p, la petite question qui est posée, qui va s'afficher à l'écran, et ensuite nos variables. Comme j'ai fait un read nom-prénom, je peux faire un read-p qui tais-toi, espace nom, espace prénom. Il va afficher qui tais-toi, point d'interrogation, et il va laisser le curseur au bout. Vous allez taper vos deux réponses, nom et prénom, entrée, et il va alimenter les deux variables nom et prénom. Quand plusieurs variables sont utilisées avec un read, donc c'est l'espace qui sert de séparateur, donc vous tapez les mots séparés par des espaces. Vous faites pas de retour à la ligne entre chaque valeur saisie. Si vous faites un retour à la ligne, en ayant tapé qu'un seul mot, et ben le prénom, il va être vide. Alors en partant de ça, on va améliorer donc notre petit script compile. Je vous ai dit qu'on y reviendrait plusieurs fois dans ce CM. On y revient. Et j'ai mis en couleur nos petites modifications. Alors peut-être pas, non, j'ai gardé les couleurs du premier script, mais en gros j'ai rajouté j'ai remplacé la première ligne du script, du script lui-même, hein, pas de mon fichier. La première ligne du fichier c'est le shebang, donc c'est la deuxième ligne de mon fichier qui est donc la première ligne du script lui-même. Cette première ligne contenait jusqu'à présent projet égale test. Et je vous avais dit, on peut reprendre notre script, modifier la valeur de test en mettant test 2, test 3, test 4, et puis
on adapte et on crée un script qui permet de créer un autre projet. Bon, c'est un peu limité, il faut prendre un éditeur de texte, rentrer dans le script, modifier, sauver, sortir, exécuter. Bon, on peut faire mieux. Je vous ai dit qu'on allait faire mieux. J'ai donc remplacé cette première ligne qui affichait, qui affectait la variable projet en dur avec une valeur, par un read-p nom de projet de point projet. Donc là, quand on va exécuter, le script jusqu'à présent il s'est exécuté standalone. Il n'y avait pas de saisie au clavier. Ici, on va avoir une demande de nom de projet. Donc on va lancer ./compile. On va avoir un affichage qui va nous demander le nom du projet. Et je vais taper test, entrée, et hop, tout le reste va s'exécuter de la même manière que précédemment, puisque je n'ai rien modifié d'autre. Donc ça va créer un dossier qui porte le nom du projet en question. À l'intérieur, ça crée un fichier qui porte le nom du projet avec un .c. Ça le compile et ça génère, donc dans ce dossier projet, ça génère un exécutable qui porte le même nom que le projet. Parlons maintenant des paramètres. Comme les commandes du système, un script peut aussi recevoir des paramètres et des options. Par exemple, si je lance un ./script, mon script s'appelle script, espace-v, espace étoile.c. Les options et les paramètres vont se retrouver dans des variables générées automatiquement par le shell, par le bash. Ces variables ont des noms particuliers. Elles s'appellent $1, $2, $3 jusqu'à $9 pour représenter chacun des paramètres, le premier, le deuxième, le troisième, etc. paramètres de notre script. Exemple, pour un script qui est .script-v étoile.c, $1 va prendre la valeur $v, -v, pardon, et $2, $3, $4, etc. chacun va prendre pour valeur un fichier .c, puisque le étoile.c va être converti en une liste de fichiers .c, des fichiers présents dans notre répertoire courant. Donc si j'ai A.c, B.c, C.c, trois fichiers, ben je vais me retrouver avec un $2 qui vaut A.c, $3 qui vaut B.c et $4 qui vaut C.c. Partant de là, je vais donc améliorer mon script compile, et cette fois-ci, au lieu de poser la question quel est le nom du projet qu'on veut créer, eh bien je vais choisir de passer en paramètre à mon script compile un paramètre derrière l'appel, donc un unique paramètre qui va être tout simplement le nom du projet que je veux compiler. Un petit peu comme quand on fait que je veux créer, un petit peu comme quand on fait cc exo1.c, voilà, on veut compiler le fichier exo1.c, ben là c'est pareil, je vais faire ./compile espace test comme nom de projet. Donc là, il n'y a plus de question de créer un projet dont le nom serait en dur dans notre script. Il n'y a plus non plus d'interrogation de l'utilisateur quand on lance compile en disant quel est le nom du projet que tu veux créer. C'est tout simplement le paramètre qu'on passe à notre script qui va servir de nom de projet. Et j'ai donc modifié la première ligne, qui maintenant on revient un petit peu sur la même écriture que notre script compile de départ, mais au lieu d'avoir un projet égale test, on a un projet égale $1, $1 étant le premier paramètre passé à mon script compile. Et tout le reste ne change pas. Maintenant, je n'ai plus qu'à lancer mon script, par exemple, en faisant un ./compile espace exo1, et ça va me créer un dossier exo1, rentrer dedans, créer un exo1.c, l'alimenter avec, y mettre 4-5 lignes de code, et exécuter exo1.c en un exo1. Donc ça pose pas de problème d'avoir un exécutable qui s'appelle exo1, puisqu'on est dans le dossier exo1. On n'est pas à l'extérieur du dossier exo1. On peut aussi, donc là j'ai dit que mon projet était égal à $1, on peut aussi utiliser $1 directement dans le script. On pourrait, alors là j'ai réutilisé un script avec déjà la variable projet qui existait, donc c'était plus simple pour moi de dire projet égale $1. Mais si je pars de 0, que j'écris mon script tout de suite avec dans l'idée d'utiliser le premier paramètre comme nom de
de projet, eh bien je pourrais très bien écrire un mkdir $1, cd $1, echo, etc. dans $1.c, etc., etc. Donc on peut utiliser le $1 comme directement la valeur sans passer par une variable intermédiaire. Les paramètres, on a vu, sont accessibles par les variables $1 jusqu'à $9 seulement. Est-ce que ça veut dire que si on a plus de 9 paramètres, est-ce que on perd les autres paramètres? Ils sont pas perdus, mais ils sont juste inaccessibles directement sans utiliser une astuce. Donc en fait, si je passe plus de 9 paramètres, le 10e paramètre, je peux pas y accéder. Pas en standard. Pas avec un $10. $10, ça marche pas. En fait, $10, il va le prendre comme $1 avec donc le contenu de la variable $1 et auquel il va ajouter un 0 à la fin du contenu du $1. Donc si $1 vaut test, et ben $10 ça fera test 0 avec le 0 qui va venir se coller derrière le contenu de la variable $1. Donc on peut pas accéder à plus de 9 paramètres comme ça. Alors déjà 9 paramètres, ça va, c'est déjà conséquent, mais si on fait un étoile.c comme on a vu en paramètres, on peut se retrouver comme ça avec des dizaines de fichiers .c. Et si on peut traiter que les 9 premiers, bon voilà, on peut se retrouver un petit peu coincé. L'astuce, en fait, s'appelle shift, c'est une commande interne au bash. Et qu'est-ce qu'elle fait shift? Eh bien, shift ça veut dire décaler. D'accord? Shift c'est pousser de côté, quoi, décaler. Shift permet donc de décaler un paramètre d'un cran vers la gauche. Donc, en décalant d'un cran vers la gauche, donc les paramètres, ça te permet de décaler les paramètres d'un cran vers la gauche, le paramètre $2 devient $1, le paramètre $3 devient $2, etc., etc. Et dans $9, eh bien, on voit apparaître le 10e paramètre qui n'était pas accessible et qui maintenant devient accessible. Le $1, bien évidemment, disparaît entre guillemets, il n'est plus accessible. Donc si on en a besoin du $1, faut le traiter avant ou le mettre sa valeur dans une autre variable si on souhaite en avoir besoin une fois qu'on a fait le shift. Et vous allez me dire, mais $0, est-ce qu'il existe $0? Bah oui, on n'en a pas parlé encore du $0, mais en fait $0 existe, et on pourrait vous dire, ça me rappelle quelque chose, $1, $2, etc. Ça, j'ai vu ça dans le Hawk, et c'était pour aussi les champs sur la ligne en cours. Effectivement, ça ressemble un petit peu. À la différence, c'est que Hawk était capable d'utiliser $14, $15, $16, etc. pour accéder à des champs plus grands que $10, que $9. Et le $0, c'était toute la ligne. Ici, le $0, c'est pas la ligne. C'est le nom de la commande. Donc le nom du script, mais le nom complet avec son chemin si on a utilisé un chemin. Et donc si on a fait un /script en passant A, B, C, eh bien $0 vaut /script. Si on a lancé /exo2 exo2 espace ABC, eh ben le $0 vaudra /exo2 exo2. Donc c'est le chemin tel que l'utilisateur l'a tapé pour lancer la commande. $0 n'est jamais affecté par le shift. $0 reste tout le temps $0. Deuxième petit intermède, retour dans Moodle, dans le QCM de présence, donc qui s'appelle présence 2. Pareil, vous répondez à la question qui s'y trouve, vous mettez en pause la vidéo et vous revenez ensuite.